Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre émission Actu en débat. Actu en débat qui se propose chaque semaine de vous faire un décryptage de l'actualité de la semaine. Pour cette émission, nous allons débattre de deux sujets et si le temps nous le permet, nous parlerons d'un troisième. Le premier thème est relatif aux 50 ans de la CEDEAO et ses relations avec l'AES. Le second thème, c'est par rapport à la radiation de Tidjane Thiam en Côte d'Ivoire et éventuellement nous parlerons également de la grève des enseignants de Bamako qui a été déclenchée ce mercredi 23 avril. Avec moi sur ce plateau pour discuter de ces thèmes, à ma droite vous avez Yacouba Doumbia du quotidien L'Indicateur du Renouveau. Yacouba, Monsieur Doumbia, bonsoir. Bonsoir. Et à ma gauche vous avez Abdraman Sissoko de l'hebdomadaire Le Ouagadougou. Monsieur Sissoko, bonsoir. Bonsoir M. Diop et bonsoir M. Douma. Je commence par vous, Monsieur Sissoko. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux 50 ans de la CEDEAO et la relation qu'elle va devoir entretenir avec l'AES? Bon, 50 ans de la CEDEAO, c'est quand même une bonne chose, une organisation qui a 50 ans, un demi-siècle. On dit bravo à la CEDEAO et bonne fête à la CEDEAO également. Bon, l'objectif de la création de la CEDEAO, c'était d'abord économique et plus tard, il y a eu le volet politique. On ne va pas rentrer dans ce truc-là aujourd'hui, mais sa relation, en ce qui concerne sa relation par rapport à l'AES, c'est peut-être le temps qui va nous le définir. Parce que pour le moment, on ne peut pas dire grand-chose, quoi, parce que chacun, on est quand même dans des procès de bonnes intentions et des incantations de part et d'autre, quoi. On ne sait pas quelles seront les relations futures entre les deux parties qui sont condamnés quand même à vivre ensemble. Il n'y a pas d'autre chose là. La CEDEAO et l'AES sont condamnés à vivre ensemble, sont condamnés à cheminer ensemble, sont condamnés à être côte à côte parce que autant les membres de la CEDEAO ne peuvent pas changer de voisins, autant les membres de l'AES également ne changeront pas de voisins. J'ose espérer que les différents dirigeants seront à la hauteur de l'histoire et trouveront un modèle pour vivre ensemble entre les deux communautés, quoi. Sinon, pour le moment, c'est le divorce, mais les modalités du divorce ne sont jusqu'ici pas connues. Je savais que seulement que lors de la célébration de 50 ans de la CEDEAO qui a commencé, la célébration a commencé au Ghana hier, les pays de l'AES avaient été invités. Mais selon des sources proches de la chancellerie ghanéenne, bon, les pays de l'AES ont estimé qu'il y avait un délai court, un problème d'agenda, c'est pourquoi ils n'ont pas parti à la célébration des 50 ans de la CEDEAO. Parce qu'il faut le rappeler quand même que les pays de l'AES font partie quand même des pays fondateurs de la CEDEAO, même s'ils ont quitté aujourd'hui, mais quand même, toujours est-il qu'ils faisaient partie des pays qui ont fondé la CEDEAO en 1975 à Abuja. Il y avait nos chefs d'État qui avaient participé à la création de la CEDEAO. C'est tout à fait normal que quand il y a la célébration des 50 ans, qu'on les invite quand même pour qu'ils aillent, parce qu'avant tout, c'est encore le bébé à nous tous, quoi, même si nous l'avons abandonné. Bon, rien ne dit également que dans l'avenir, qu'on ne se retrouve pas également dans la même CEDEAO. Et pourquoi pas, on va changer de nom de l'organisation, mais que l'Afrique de l'Ouest encore se retrouve encore autour d'une nouvelle organisation. Mais pour le moment, aujourd'hui, c'est très, très difficile de parler des relations entre l'AES et la CEDEAO, dans la mesure où encore on ne connaît pas jusqu'à présent les modalités du divorce. Les modalités du divorce, M. Doumbia, ne sont pas connues, mais pour autant, est-ce que vous pensez que le divorce, là, déjà, il est irréversible et la CEDEAO, on voit qu'elle continue, en tout cas, de faire appel, de lancer des appels à l'endroit de la CEDEAO, à l'endroit des pays de l'AES pour qu'ils puissent rejoindre l'organisation. Selon vous, comment tout cela pourra se faire? Merci. Moi, je voulais un peu revenir sur les 50 ans de la CEDEAO. CEDEAO, d'abord, c'est vraiment un bon projet. Une communauté économique de 16 États qui facilite la liberté des personnes et de leurs biens dans ces pays. Malheureusement, les réalités politiques et sociales de chaque pays ont eu raison de la CEDEAO. Politiquement, aujourd'hui, il y a des coups d'État à répétition dans certains pays. Il y a également le non-respect des mandats dans d'autres pays.
Euh, et malheureusement, ces coups d'État, ces violations de constitution ne respectent pas le mandat, la limitation du mandat a toujours eu des impacts sur la CEDEAO. C'est pourquoi chaque fois que la CEDEAO fait 2 pas en avant, elle fait des 3 pas en arrière. C'est du statu quo. Et aujourd'hui, quand on regarde les 50 ans, c'est toujours été un espoir. Mais malheureusement, ça nous rappelle de la SDN, Société des Nations Unies avant l'ONU. Euh, la CEDEAO n'a pas malheureusement des moyens de sanctionner ceux qui ne respectent pas les textes. Il y a quelque part la souveraineté qui est là, qu'on en parle. Chaque pays membre parle de sa souveraineté, mais aussi il y a la CEDEAO qui est là avec ses propres textes. Malheureusement, il y a des confusions à ce niveau. La CEDEAO n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires intérieures. Les textes, quand même, sont issus de ces États membres. La CEDEAO n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires intérieures politiquement quand il s'agit d'un coup d'État. Elle n'est pas la bienvenue. Ça, c'est notre propre affaire. Mais, et pourtant, même dans nos pays, ces coups d'État sont condamnés par nos constitutions. Et aujourd'hui, il faut donc vraiment... c'est pas la CEDEAO qui est remise en cause. C'est plutôt... À mon avis, il y a un problème d'abord parce que c'est une question de violation des textes. Quelqu'un qui fait un coup d'État, tu violes la constitution d'abord. Quelqu'un qui ne respecte pas la limitation des mandats, c'est quelqu'un qui viole la constitution et vice-versa. Quand tu violes ta propre constitution, tu ne peux pas prétendre à respecter les textes d'une organisation sous-régionale. La CEDEAO a ce problème-là. Maintenant, si la CEDEAO avait un moyen de sanction, de répression, c'est le cas de la SDN. C'est pourquoi la SDN, la Société des Nations Unies, a disparu. Il y a eu l'ONU. L'ONU aujourd'hui a des moyens militaires de faire la pression. Et la CEDEAO aussi a malheureusement, même s'il y a eu des initiatives dans ce sens-là. Et les sanctions existent aussi. Oui, ces sanctions-là, malheureusement, c'est mal perçu par la population. Quand il y a sanction de la CEDEAO, la population ne cherche pas à comprendre. C'est la population qui souffre. En réalité, la population n'est pas à la base de ce qui se passe. Aujourd'hui, si la CEDEAO demande, bon d'accord, il y a un texte qui est là, tu ne respectes pas des mandats, il y aura une intervention militaire. Tu fais un coup d'État, il y aura une intervention militaire. Moi, je pense que ce sont des trucs qu'il faut que chaque pays s'adhère et signe. Qui veut le coup d'État? Personne. Que ce soit au niveau de la CEDEAO ou au niveau de l'AES, personne n'aime le coup d'État. Donc aujourd'hui, il faut trouver des solutions à ça. Que ce soit l'AES, que ce soit la CEDEAO, il faut vraiment trouver des solutions à ça. Il faut que les limitation des mandats soient vraiment reconnus et respectés. Il faut que les coups d'État, qu'on cherche à mettre fin à ces coups d'État à répétition. Moi, je pense que si on parvient à régler ces 2 facteurs, moi, je pense qu'il y aura vraiment l'émergence de ces organisations. Concernant le retrait de l'AIS, de voir si toujours il y a l'espoir à ce que ces 3 pays... Bien sûr, bien sûr. Et surtout, le président ghanéen a déjà engagé des négociations dans ce sens. Il a personnellement pris les choses en main. Il y a une crise de confiance. Aujourd'hui, c'est vrai, tout a été fait dans une situation de précipitation et de colère. Mais aujourd'hui, il n'est jamais trop tard de bien faire. Il y a toujours une possibilité que les partis s'assoient et se parlent. Quand on regarde aujourd'hui le président ghanéen qui a eu le courage de faire un tour dans ces pays-là, il est venu au Mali, il est parti au Niger et Burkina, ainsi de suite. Il a recueilli des informations, les préoccupations. Et aujourd'hui, il est dans une autre phase, c'est aujourd'hui faire des propositions, faire un compromis pour que ces pays peuvent revenir à la CEDEAO. Et surtout, toujours, il y a un délai de 6 mois qui expire au mois de juin, qui n'est pas encore expiré. De toutes les façons, l'espoir est toujours permis. D'accord. Monsieur Sissoko, l'espoir est toujours permis, mais pour faire le bilan de la CEDEAO, certainement l'émission, on ne pourra pas tout prendre en charge, mais il y a quand même eu des acquis assez considérables sur d'autres plans qui ne sont pas que politiques. Parce que beaucoup souvent voient surtout l'angle politique où c'est des questions difficiles souvent à régler, et les autres aspects concernant l'économie, la justice, on a vu quand même qu'il y a eu des avancées. Malheureusement, ce qui part très jamais de la CEDEAO,
ne maîtrisent pas forcément la situation, ne perçoivent que l'aspect politique que vous avancez. Sinon, si on regarde seulement si on se limite uniquement au seul aspect de la libre circulation des personnes et des biens, on va dire quand même que c'est quand même une avancée majeure quand même. L'Afrique de l'Ouest, c'est la partie la plus intégrée du continent africain. Si vous partez au centre de l'Afrique, notamment dans la zone CEMAC, vous allez voir qu'entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, il y a des visas. Entre le Cameroun et les autres pays de l'Afrique centrale, il y a toujours des visas. Or, cela n'existait pas chez nous quand même. C'est quand même une véritable avancée. D'ailleurs, si vous regardez les 6 organisations sous-régionales en Afrique, la CEDEAO, c'est l'organisation la plus avancée, la plus aboutie et la mieux organisée. Bon, malgré ses insuffisances, malgré ses faiblesses. C'est pourquoi moi je suis parti de ceux qui pensent que on ne peut pas baisser la température en cassant on ne peut pas faire baisser la fièvre en cassant le thermomètre, quoi. Quand il y a la fièvre, on essaye de résoudre la fièvre, mais on ne casse pas le thermomètre. Parce qu'on pense que si on casse le thermomètre, on va arriver à faire disparaître la fièvre. Pour moi, ce n'est pas la solution. Pour moi, le monde également n'est pas binaire, quoi. Le monde, pour moi, il y a entre le blanc et le noir, il y a tout un tas de couleurs qu'il faudra chercher à savoir. Certes, la CEDEAO avait des insuffisances, mais il avait des acquis et des avancées. Et ces acquis et ces avancées-là devraient nous permettre de corriger ces insuffisances. C'est pourquoi moi, je fais partie de ceux qui pensent, moi, je suis de ceux qui pensent que le Mali, la sorte du Mali, du Burkina Faso, du Niger est regrettable, quoi. Je pense qu'on devrait trouver des formules pour essayer de trouver l'organisation aussi que de sortir de l'organisation. Vous avez vu pour notre cas, pour notre pays par exemple, la crise un peu de pâturage qui existe entre le Mali et la Guinée, même si on ne dit pas c'est dû à la sortie du Mali de la CEDEAO, c'est quand même une des conséquences de cette sortie-là. Beaucoup de gens ne l'avaient pas perçu à l'époque, mais c'est vraiment une réalité, quoi. Or, aujourd'hui, les Guinéens nous ont donné jusqu'au 2 mai, si je ne me trompe pas. C'était le 16 avril. Le 16 avril, mais avec le départ du ministre Ba à Conakry, ils ont repoussé au 2 mai, si je ne me trompe pas. Or, qui connaît le Mali, le 2 mai, quand même, on sait qu'on n'est pas encore dans l'hivernage. On sait que le pâturage est quasi inexistant chez nous. Comment est-ce que ces animaux-là vont devenir? Voilà autant de questions quand même qui étaient facilitées quand même par la CEDEAO. Bon, la CEDEAO politique a échoué dans certains aspects, mais pour moi, il y a une question de perception plus qu'autre chose. Parce que moi, je me souviens, en 1996, en ce moment, c'est le président Konaré qui présidait quand même la CEDEAO. La CEDEAO a envoyé une force... La commission. La CEDEAO qui était président des chefs d'État de la CEDEAO en 1996. Voilà. La conférence. La conférence. Maintenant, la CEDEAO a envoyé le Congo quand même pour aller rétablir Ahmed Tidiane Kaba en Sierra Leone. La CEDEAO plus tard, proche de chez nous, de maintenant en 2017, la CEDEAO a envoyé une troupe en Gambie pour aller évincer Yahya Jammeh du pouvoir. Bon, vous savez, les pays sont... Chacun voit midi à sa porte, quoi, parce que les gens pensent que à chaque fois si le tour t'arrive, c'est en ce moment que tu dois regarder les choses en face. Mais pour moi, c'est juste des incompréhensions qui a poussé les dirigeants des 3 pays à quitter la CEDEAO. Bon, j'espère qu'avec le temps va finir par faire ses effets. Une année ou l'autre, là, on parviendra à se retrouver en Afrique de l'Ouest. Pas forcément autour de la CEDEAO, mais forcément autour de notre organisation. Parce que comme je l'ai dit, on est quand même condamné à vivre ensemble. Les pays de l'AES, les pays de la CEDEAO, c'est vraiment l'Afrique de l'Ouest. Et les Africains de l'Ouest sont condamnés à vivre ensemble, sont condamnés à travailler ensemble, sont condamnés à réussir ensemble. Les échecs des uns, c'est vraiment... Les succès des uns ne peuvent pas aller seuls. Il faut qu'il y ait un mouvement d'ensemble. Dans la mesure où quand on regarde nos peuples-là, vraiment ce sont des peuples frères qui ont existé bien avant l'existence des États, quoi. Les États actuels ont trouvé l'existence des peuples. C'est pourquoi si vous trouvez, comme le président Konaré aimait à le dire, l'ouest du Mali, c'est vraiment une partie du Sénégal, le nord l'est du Mali, c'est vraiment une partie du Niger, ainsi de suite, quoi. Vice versa, l'est du Sénégal, c'est vraiment l'ouest du Mali. Vraiment, les peuples sont quand même très, très, très entremêlés. Et puis ça, c'est depuis des siècles, voire depuis des millénaires. Je termine par dire seulement à souhaiter un joyeux anniversaire à CEDEAO et vivement les 100 ans. Et un dernier mot sur ce chapitre des solutions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la sortie des pays de l'Est de la CEDEAO sera vraiment un grand trou. Quand on regarde aujourd'hui l'AES, très généralement, quand on parle de l'AES, on pense à ces 3 pays qui ont un sérieux problème avec le terrorisme aujourd'hui. Mais malheureusement, on a vu récemment, il y a d'autres pays de la CEDEAO qui ne sont pas de l'AES, qui sont touchés par le terrorisme.
notamment le Bénin, le Nigeria, le Togo, ainsi de suite, qui ont été attaqués. Et aujourd'hui, ces pays ont besoin de partager des informations sur le plan militaire. Aujourd'hui, se séparer n'est pas du tout la meilleure manière. Moi, je pense que l'AES peut bien coexister avec la CEDEAO. Et que vraiment, ça sera vraiment une perte que ces trois pays partent de la CEDEAO parce qu'ils ont déjà une expérience dans la lutte contre le terrorisme et ils ont déjà formé une coalition efficace contre le terrorisme et cette coalition peut être utile aujourd'hui à la CEDEAO. Et malheureusement, ce n'est pas à la CEDEAO qui nous refuse, c'est nous qui sommes au niveau de l'AES qui ne veulent plus aller avec la CEDEAO. Ok. Voilà. Monsieur Doumbia, vous allez garder la parole. Nous allons, sans plus tarder, parce que l'heure avance, nous allons devoir aborder notre deuxième sujet. C'est relatif à la radiation de Tidjane Thiam en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est, selon vous, une justice électorale ou bien une manœuvre politique pour écarter quand même un candidat de poids? Bon, c'est vraiment une affaire regrettable. Un candidat qui représente un parti politique historique qui est PDCI RDA. Après Fouy Boigny et Arikona Bédié, il est la troisième personnalité à être. Mais il y a un problème. La justice s'est prononcée sur une situation qui est là, qui est complexe. Le monsieur, à l'âge de 25 ans, il a décidé de chercher la nationalité française. Et selon les textes ivoiriens, quand tu es majeur et que tu demandes la nationalité d'un autre pays, tu perds automatiquement la nationalité ivoirienne. Et c'est ce que le monsieur a fait à l'âge de 25 ans. Donc, et la justice a tranché. Mais quel que soit, nous sommes en démocratie. Alassane étant le chef suprême de la magistrature. Il va tolérer ou bien demander au moins parce que le monsieur est considéré comme le seul opposant aujourd'hui qui peut faire face à Alassane Dramane Ouattara. Moi, je pense que aujourd'hui, c'est un monsieur qui a été désigné par les Ivoiriens à la tête d'un parti politique qui est historique, comme je le rappelle. Et aujourd'hui, il est également désigné comme le candidat de ce parti à plus de 90% par les militants qui sont aussi des Ivoiriens. L'écarter comme ça à quelques mois de l'élection, moi je pense que c'est vraiment triste. Et quelle que soit la suite, Alassane Ouattara sera accusé d'écarter ses concurrents. En plus de ça, le monsieur, il y a un autre problème qui est là. Non seulement il n'a plus la nationalité ivoirienne, mais aussi il a déjà demandé à renoncer à la nationalité française au mois de février dernier. Donc, actuellement, comme on peut le dire, si vous me le permettez, c'est un apatride qui n'a pas de nationalité. Il n'est plus ivoirien, il n'est plus français parce qu'il a déjà demandé à renoncer à ça. Donc, et peut-être que sa seule chance qu'il a une femme américaine, on ne sait pas s'il peut demander la nationalité américaine à travers sa femme et maintenant ou bien chercher à se naturaliser. Mais quel qu'il soit, il y aura toujours une question. Parce que la Côte d'Ivoire doit vraiment tirer les leçons du passé. Quand on regarde la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire, c'est dans même cette situation quand le même Alassane Dramane Ouattara a été qualifié de burkinabé et qui ne pouvait pas se présenter. Moi je pense à la suite, nous connaissons la suite, le pays a connu une crise sécuritaire et malheureusement, il y a eu beaucoup de morts. Et aujourd'hui, Alassane, à la tête du pays, il devait tirer les leçons de ce qui s'est passé. Moi, je pense que considérer quelqu'un qui n'est pas ivoirien aujourd'hui ou qui est ivoirien, ce débat ne devrait plus exister en Côte d'Ivoire. De toutes les façons, la Côte d'Ivoire n'est plus à l'abri d'une nouvelle crise. Et s'il y a une crise aujourd'hui, c'est vraiment, ça veut dire que les Ivoiriens n'ont pas tiré les leçons du passé. Monsieur Sissoko, ils n'ont pas tiré les leçons du passé. Est-ce que vous pensez que, bon, on ne dira pas si c'est juste ou pas, de toutes les façons, la justice, quand même, on présume, est indépendante, mais quand même, je pense que, est-ce qu'il y a une solution qui peut être trouvée pour ce candidat? Parce que, comme il l'a dit, c'est un parti historique, d'autant qu'il a occupé déjà de certaines fonctions dans l'administration ivoirienne. Est-ce qu'on peut trouver une solution plutôt de mettre complètement ce parti sans candidat?
Forcément, on peut trouver une solution parce que c'est un problème posé par des humains. Et il appartient aux humains également de trouver la solution. Et je compte sur les Ivoiriens pour trouver une solution à ces problèmes-là. Je trouve quand même qu'ils en ont beaucoup d'esprits brillants pour résoudre ces problèmes. Mais seulement, je veux seulement un petit peu revenir sur ce qu'il y a quoi à dire, mais je ne reviendrai pas sur tout ce qu'il a dit par rapport à l'aspect de Tijan Cham, que je partage entièrement. Seulement, il y a un aspect seulement que je devrais ajouter. Au moment où Tijan Cham s'inscrivait sur la liste, parce qu'il faudra dire que jusqu'en 2020, Tijan Cham n'était pas inscrit sur la liste électorale ivoirienne. C'est en 2020 qu'il s'est inscrit sur la liste électorale ivoirienne. Et au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale ivoirienne, il était français. Voilà. Je tiens ça de la déclaration de son propre avocat. Voilà. Je ne dis pas autre chose par rapport à ça. Maintenant, est-ce que c'était juste, est-ce que je n'étais pas, je n'étais pas constitutionnaliste? Bon, je ne vais pas me permettre de spéculer dans ça. Mais pour revenir à ta question, je pense qu'il y a quand même une solution, c'est vraiment de chercher la solution politique. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a une coalition de l'opposition, de 25 partis de l'opposition qui s'est formée et dont le coordinateur est malheureusement Tijan Cham, qui demande quand même l'ouverture d'un dialogue politique entre le pouvoir, l'opposition et la société civile. Je pense qu'à travers ce dialogue politique-là, ils pourront trouver une solution à ces problèmes-là. Tijan Cham n'est pas le seul dans ce problème-là. Il y a le cas Gbagbo, il y a le cas Blé Goudé, il y a le cas Guillaume Soro. Bon, chacun a sa particularité, mais quand même c'est la même situation parce qu'ils sont tous maillés à partir avec la justice. C'est la justice qui les a tous radiés de la liste électorale. Ils peuvent trouver un compromis politique parce que, comme j'ai l'habitude de dire, aucun pays ne peut marcher sans un minimum de consensus politique. Ils doivent trouver ce minimum de consensus politique-là pour trouver le juste milieu par rapport à ces problèmes-là et également essayer d'aller de l'avant. C'est en cela qu'on va dire qu'ils ont quand même réussi à tirer les leçons du passé. Mais au-delà de tout ça, ça relance le débat de la double nationalité dans nos pays-là. Avant la Côte d'Ivoire, on a vu le cas de Karim Wade au Sénégal. C'était exactement la même chose. Exactement la même chose. Lui aussi, il a fini par être radié de la liste électorale. Ils pourront tous s'inscrire, mais après, pas avant cette élection, mais après l'élection de octobre 2025, Tijan Cham a la latitude de s'inscrire en bonne et due forme sur la liste électorale. Mais pour le moment, la justice estime qu'il va pas le faire. Je ne commenterai pas les décisions de la justice. Ce n'est pas le propre de mon propos. Moi, je pense seulement que les Ivoiriens doivent trouver le juste milieu à travers un débat, un dialogue politique entre pouvoir, opposition, entre majorité et opposition, d'une part, et de la société civile de l'autre part, afin de pallier à ces insuffisances pour aller dans les élections, pour aller aux élections dans les conditions les meilleures. Sont dans ces conditions-là, ils ne sont que Dieu nous en éloigne. Ils ne sont pas à l'abri d'une crise et ça sera malheureux pour la Côte d'Ivoire, malheureux pour l'Afrique de l'Ouest, malheureux pour tout le continent africain. Je voulais réagir un peu. C'est juste dire que toujours Cham et les autres opposants ont toujours une chance. Ils peuvent faire l'appel au niveau de la justice, même s'ils ont peu de chances d'avoir gain de cause. Mais il y a aussi une deuxième opportunité. Laquelle? Le cas du Sénégal peut nous donner, par exemple, un espoir. La coalition, tous ceux qui sont exclus de la liste, ils peuvent former une coalition et chercher quelqu'un qui n'est pas exclu de la liste et faire ça leur candidat. Comme le cas du Sénégal, quand le monsieur a été emprisonné, où personne ne connaissait l'autre, a été présenté comme candidat et on a fait front commun derrière lui et il est devenu le président. Moi, je pense qu'il y a toujours une possibilité de faire face à Alassane Dramane Ouattara. C'est à la coalition politique de se donner la main et de ne pas s'entêter à dire qu'il faut que Barou vienne, il faut que Cham vienne. Non, il faut que Blé Goudé vienne. Non, si ce n'est pas Blé Goudé, il y a un autre Ivoirien capable de prendre le relais, comme le cas du Sénégal. Et quand vous avez le pouvoir, c'est à vous de vous organiser et voir comment réagir dans les années à venir. Mais aujourd'hui, il n'est pas le seul, que ce soit Bagou, Blé Goudé, Guillaume Soro qui est à l'extérieur. Il y a une opportunité aujourd'hui de se donner la main, de confier, de faire un front commun autour d'une candidature, commune, de chercher un monsieur qui n'a pas de problème avec la justice, qui est inscrit sur la liste électorale. Et aujourd'hui, s'il passe, c'est l'opposition qui passe. Mais s'entêter à si c'est pas moi ou rien, moi je pense que ça sera une grosse erreur aussi de la part de l'opposition. D'accord. En tout cas, nous souhaitons qu'en tout cas
comme ailleurs, hein, qu'il n'y ait pas de conséquences de cette situation, parce que c'est vraiment regrettable que de tels drames que ce pays a déjà connus puissent survenir. En tout cas, on espère qu'ils trouveront un consensus, on espère qu'ils trouveront par la voie du dialogue, en tout cas, la solution à ce problème. Bon, il ne nous reste plus beaucoup de temps, peut-être en 1 minute. Est-ce qu'on peut réagir brièvement sur la situation de la grève, en tout cas la nouvelle grève des enseignants de Bamako, déclenchée depuis ce mercredi 23 avril? Monsieur Sissoko? Bon, c'est regrettable, quoi. C'est regrettable que les enseignants partent en grève euh, pour laisser les enfants sur le carreau. Mais il faudrait également comprendre la situation des enseignants quand même, parce qu'ils ont quand même le droit, de réclamer, de revendiquer leurs droits. Moi, je pense que les autorités doivent tirer les leçons de ce qui s'est passé auparavant, quoi. Les alertes que la presse donne, les alertes que les enseignants donnent, que les activistes donnent, il faut prendre en compte. Il ne faudra pas attendre à ce que les gens partent en grève pour qu'on vienne trouver des solutions. Dès le dépôt des préavis de grève, dès les premiers signes de manifestation, il faudra prendre le problème à bras le corps afin de trouver la solution. Bon, on va essayer de faire des réunions interminables maintenant pour essayer de trouver des solutions. Mais en ce moment, on a perdu 2 à 3 jours dans la semaine. Comment est-ce qu'on pourra récupérer ces 3 jours-là? Surtout que cette année, c'est encore une année particulière où pratiquement on a commencé l'année scolaire à partir de novembre. C'est-à-dire qu'on a perdu une année et un mois sans rien faire. Et si encore, on va encore dans les dérayages là, vraiment c'est regrettable, c'est malheureux pour la population malienne. J'ose croire et j'ose espérer que ce soit du côté des autorités, que ce soit du côté des anciens, que chacun d'eux va mettre un peu d'eau dans son émancou, n'est-ce pas, afin de sauver quand même les meubles, parce qu'il s'agit de l'avenir du pays, parce que c'est l'avenir des enfants. J'espère que la grève là va se limiter uniquement à la seule journée d'aujourd'hui, et à la seule journée du mercredi, et que jeudi déjà une solution sera trouvée pour le bonheur des enfants du Mali, pour le bonheur du Mali également. Okay. Une solution sera trouvée? C'est fort possible que les enseignants rentrent en classe dès demain. Il s'agit d'une grève qui concerne uniquement le district de Bamako. C'est en lien avec une violation de la loi numéro 035, qui dit quoi? Précisément l'article 50, qui dit un enseignant mis à la disposition d'un autre service, son salaire doit rester à la collectivité de départ. Quand on parle de salaire, il s'agit de son salaire, mais aussi de ses avantages, de ses primes, précisément. Mais quand il s'agit de d'autres primes, par exemple, véhicule, carburant, téléphone, autres là, le service d'accueil s'occupe de ça. Mais concernant les primes autres là, ça se traite avec le salaire au service de départ. La loi est claire. Mais bon, malheureusement, le biétaire de l'académie d'enseignement rive gauche de district de Bon a décidé de couper tous ceux qui sont à la disposition, mis à la disposition d'autres services durant ce mois d'avril. Et malheureusement. C'est un problème de compréhension alors. Bon, malheureusement, voilà, sans autorisation du gouverneur. Et depuis 2013, ce problème persiste. Et le gouverneur a donné des instructions dans ce sens-là, et que la loi est très claire. Le service de départ doit traiter le salaire, et malheureusement le biétaire a fait autrement. Moi je pense que les discussions sont en cours déjà. Sa tête, je crois. Bon, effectivement, ça fait partie des revendications. On demande le rétablissement des primes coupées, mais aussi on demande le départ du biétaire. De toutes les façons, les négociations sont en cours, et selon les dernières informations, la fumée blanche ne saurait tarder. C'est sur la bonne voie. C'est vraiment regrettable. Ce sont des incidents qui arrivent souvent. Je ne sais pas pourquoi le biétaire a fait ça. Maintenant, bon, c'est au gouverneur de prendre des sanctions pour éviter une telle situation. D'accord. En tout cas, on espère tous pour l'avenir de nos enfants que la fumée blanche, comme il l'a dit, ne sera pas très loin. Voilà. Sur ce, je vous remercie vraiment pour votre disponibilité, pour votre participation à cette émission. Mesdames et messieurs, cette émission est à présent terminée, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, toujours à la même heure. Merci beaucoup.